Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Culture pour tous, dans un nouvel épisode qui est destiné à un cours que je fais à l'université. En effet, je suis à l'université, comme je vous dis précédemment, et je suis plusieurs UE, plusieurs unités d'enseignement. On est 6 en tout, ou 6, 6. Et à travers, c'est ça que ces 6 unités regroupent pas mal de sujets différents. Il y a une unité de grammaire, une unité sur la culture fantastique en Europe de l'Est, il y a une unité de langue aussi. Et l'unité que je voulais vous partager avec ici, c'est l'unité numéro 4, lieu 4, qui est pour moi en tout cas l'unité de l'EM, c'est-à-dire livre-émulation en clair. Et à travers cette unité d'enseignement, je devais faire pour un cours d'unité un exposé sur 3 BD, une BD en général, et j'ai choisi personnellement la BD Yugo Tsuno. Je vais faire 3 tomes. 3 tomes. Derrière les montrer. Voilà. 3 tomes de Yugo Tsuno, qui sont dans l'ordre numéraire. Le numéro 7, la frontière de la vie. Le numéro 12, la proie et l'ombre. Et le numéro 18, les exilés de Kifa. Je vais vous présenter en détail la série Yugo Tsuno et les BD que je vais vous présenter dans la vidéo. C'est un peu le but de la vidéo d'ailleurs, c'est mon exposé pour l'EM, mais ça s'agit comme ça que Yugo Tsuno c'est une série de BD assez, comment dirais-je, assez fantastique, assez science-fiction. En effet, elle allie des aventures sur Terre, comme les 2 premiers tomes, mais aussi des aventures sur une autre planète, qui s'appelle Kifa, qui s'appelle Vinéa, pardon, et qui est assez belle, on dirait. Et c'est juste que c'est assez SF, vu que dans le premier tome, vous pouvez le voir là, peut-être à l'écran, hein, ça parle de du maintien d'un corps en vie artificielle. Et franchement, c'est la science-fiction pure, mais j'adore ça. Allez, Eric, si vous le voulez bien. Hein. Bon, qu'est-ce que la série Yugo Tsuno? Pour être clair entre vous et moi. En fait, Yugo Tsuno est une série de 28 tomes paru initialement, le premier tome est paru en septembre 70 chez les éditions Dupuis. Et toute la série est sortie chez Dupuis depuis. Lol. Bon, assez parlé de ça, qui est l'auteur de cette série? Effectivement, il y a qu'un auteur pour la BD, ce qui, selon moi, assez rare, car même si je n'ai pas beaucoup de connaissances sur la BD, j'ai rarement vu des BD, des séries de BD qui n'ont qu'un auteur, qu'un scénariste et un dessinateur. Prenons l'exemple d'Astérix, il y a Goscinny et Uderzo, un duo. Alors que là, pour Yugo Tsuno, c'est un auteur, le loup, qui est véritablement le seul scénariste et dessinateur de la série. Et franchement, c'est très beau entre vous et moi. Bon, en fait, Yugo Tsuno ne devait pas être l'héroïne principale de la série. Oui, effectivement. Car en fait, les éditions Dupuis ont décidé de la mettre en héroïne principale et éponyme de la série, car une des filiales allemandes de la célèbre marque belge n'a pas répondu assez tôt sur le choix des deux autres protagonistes de la série, Vic Vidéo et Paul Pitron. Non pas Paul Poltron, non, c'est pas le même. Bon voilà, c'était à peu près les 3 personnages principaux de la série. Mais voilà, vous allez découvrir pourquoi je parle de Paul Pitron, de Vic Vidéo et de Yugo Tsuno un peu plus dans la vidéo, à travers les 3 tomes que j'ai saisis. Et puis je vous répète les saisis, tomes 7, 12 et 18. Et tout de suite une interrogée sur qui était véritablement Roger Leloup, l'auteur de la série Yugo Tsuno.
Né en 1933 près de Liège, dans la ville de Verviers, Roger Leloup est un auteur et BDiste français, belge, qui est très passionné par tout ce qui est bande dessinée, art ferroviaire et aviation depuis son temps d'enfance. De plus, depuis qu'il a, il a acquis sa passion véritablement pour la BD, depuis qu'il a rejoint l'école liégeoise de bande dessinée, d'art dessinateur, on va dire. D'art, tout ce qui est art pictural, autant BD que dessin, que sculpture, etc. Cette passion va lui permettre de rentrer un petit peu par hasard au service de Jacques Martin, qui est venu dans le salon de coiffure de ses parents alors qu'il avait 17 ans, et qui leur a dit chercher un assistant pour colorier ses dessins. On voit un colorisateur. Et oui, Roger Leloup a commencé sa carrière de dessinateur en tant que colorieur. C'est un début comme un autre. Donc en gros, il a rejoint Jacques Martin de sa nouvelle entreprise sur Liège pour pouvoir enfin commencer à travailler. Donc notre cher petit Leloup va pouvoir, grâce à notre cher Jacques Martin, rentrer au service d'Hergé et travailler sur la série Alix à travers différents tomes comme L'île maudite ou La griffe noire ou Yonix le grand, qui va aider, Jacques Martin à faire les dessins techniques des BD d'Hergé. Mais il est vrai que notre cher héros, notre cher dessinateur, Roger Leloup, va surtout travailler sur la série Tintin pour faire les véhicules, tout ce qui est technique, tout ce qui est mécanique, les véhicules, les différents bateaux. Par exemple, en parlant de véhicules, la voiture de Tata Ngongo, c'est notre cher Leloup qui a dessiné. Et franchement, il y a un peu de boulot. Lol. Bon, à part ça, sachez juste que notre cher Leloup a beaucoup réfléchi sur la série Yukutsuno durant toute la période où il travaillait chez Hergé. Mais au bout d'un certain temps, il en a eu un peu marre de travailler pour le grand auteur belge à succès, et il a décidé de tout claquer, la porte, pour finalement se mettre totalement à son idée, travailler pour sa BD Yukutsuno. Et franchement, il a bien fait. Au vu des différents succès qu'a eu cette série, il a bien eu le nez pour travailler, pour se produire là-dedans. Bien sûr, il a rejoint les éditions Dupuis, les autres éditions belges de BD, qui est très influente dans ce domaine-là. C'est grâce à elle qu'il va pouvoir faire sa série de 28 tomes. Donc notre cher Leloup n'est pas que dessinateur, il est aussi romancier, car il a écrit deux romans. Oui. Le premier, c'est un roman de science-fiction intitulé Le Pic des Ténèbres, qui met en scène une belle androïde. Franchement, elle est belle, mais bon, c'est pas moi qui le dis, c'est dans le texte. Et avant de se pencher véritablement sur un autre roman qui est assez important pour sa jeunesse à lui, qui est L'écume de l'aube, et qui est intéressant pour savoir d'où il vient. Mais oui, c'est un peu un roman autobiographique. Un peu. Car il est romancé à mort. Bon. C'est passons directement à la présentation du personnage. Donc, Yoko Tsuno, Vic Vidéo et le cher Paul Pitron. Il y a peut-être aussi une quatrième personnage qui sera intéressant à voir aussi. Et bon, ça, je ne vous garantis pas. Ça sera à vous de découvrir. Véritable carton manqué, Yoko Tsuno est une jeune femme japonaise qui est issue d'une famille japonaise, naturellement. Son père est géophysicien. C'est Kitsuno, son véritable nom. Et oui. Voilà. Et la mère est femme au foyer. Juste pour info. Donc, revenons à Yoko Tsuno. Elle est assez fan de tout ce qui est trait à la technologie. Elle est ingénieure en technologie avec une spécialisation dans les arts de la télé. Ouais. Elle est spécialisée en télé. Ouais. Et c'est pour ça qu'elle s'entend très bien avec Vic et Paul, qui sont des personnes de télévision. Et ouais, yes. Bon, à part ça, un conseil, les mecs, n'allez surtout pas l'emmerder. Enfin, je dis ça pour vous. Hein.
Elle a une ceinture noire d'aïkido, elle fait du sport, elle est sportive, elle est très bien baraquée pour une femme. Ça va vous critiquer les filles, hein. Et donc c'est juste comme ça que les femmes sont assez peu, enfin, comparé aux hommes, les femmes ont une structure physique assez différente de celle des hommes. C'est par là que je voulais dire que les femmes étaient un peu plus faibles sur le plan physique que les hommes. Ne voyez pas une critique misogyne les filles, hein. C'est la vérité. Vous êtes un peu plus faible que les hommes, sauf si vous faites de la muscu. Vous pouvez nous mettre ou bien nous mettre là. Voilà. Donc c'est juste comme ça que Yuko Tsuno est une femme très sportive qui aime beaucoup mettre enfin, du sport et qui peut mettre facilement à terre un homme. Et donc forcément nous évitons la surprise des prunes. Forcément. Bon, je pense avoir assez parlé d'elle et son passion à Vic et Paul. Vic Video est un jeune réalisateur de documentaires scientifiques pour la télé et il devait être l'un des rôles principaux de la série avec Paul Pitron, dont nous parlerons tout à l'heure. Mais, comme vous en doutez, il n'a pas joué ce rôle-là. En effet, il est relégué maintenant dans la série Yuko Tsuno, qui a un rôle de faire-valoir amoureux. Par là, il entend qu'il n'est véritablement qu'un amoureux langui de Yuko Tsuno et qu'il n'a que ce rôle-là. Et franchement, le connaissant, c'est peut-être un peu mieux pour nous. Hein. Après tout, nous n'avons pas eu ce rôle de femme forte qu'a Yuko Tsuno. Après tout. Et oui, effectivement, c'est elle qui joue le rôle principal. C'est elle l'héroïne principale de la série. Et sans ça, si Paul Pitron et Vic Video étaient héros principaux, nous n'aurions pas eu d'héroïne féminine. Et oui, il y avait peut-être pas dit tout à l'heure les filles, mais il y avait une héroïne féminine en la présence de Yuko Tsuno. Elle est facilement identifiable par les enfants, autant masculin que féminin, qui la trouvent forcément gentille et aimante. Elle est très sympathique, Yuko Tsuno. Bon, pour Paul Pitron, c'est facile. C'est un ami inconditionnel de vidéo. Et il aime beaucoup faire des vidéos, enfin des cadreurs, du cadrage, et des cadreurs pour la télé. Et il est assez habitué de tout ce qui est, comment dirais-je, tout ce qui est fan de vie, enfin, qui est calme, finitude. Et non quoi, pas Yuko dans tout ce qui est trait avec sa nièce, que nous verrons tout à l'heure, enfin sa fille adoptive, que nous verrons tout à l'heure. Et nous verrons tout dans le troisième tome que je vais vous présenter. Et oui, effectivement, c'est un personnage qui est assez réservé, qui est un peu comme moi, qui aime beaucoup tout ce qui est calme, tout ce qui est gentil, et qui ne prend pas trop de risques. Kani et Poki sont enfants de sœurs jumelles originaires de la planète Vinea et qui ont la peau bleue. Oui. La planète Vinea est une planète où se passent quelques-unes des aventures de notre cher Yuko. C'est d'ailleurs là où elle va les rencontrer, hein, forcément. Donc elles sont des Vinéennes, des habitants de Vinea. Voilà. Super. Bon, à part ça, même si elles sont sœurs jumelles, vous vous rendrez compte dans le tome que je vous présente tout à l'heure, elles existent de Kifa, qu'elles ont une différence d'âge. En effet, Kani est à l'âge de notre cher Yuko, alors que sa sœur jumelle Poki à l'âge de la fille adoptive de Yuko. What else? Ah pourquoi? What? C'est simple, ça s'explique dans les différentes époques qu'elles ont parcourues durant leurs aventures précédentes et qui ont un peu façonné leur vie à cause des voyages temporels qu'elles ont dû faire. En effet, je ne sais pas si vous connaissez la technologie comme quoi selon laquelle on pourrait se congeler le corps pour une longue licence. Par exemple, le film Avatar. Oui, entre la planète Terre et la planète Pandora, il y a une certaine distance, en plusieurs années-lumière. Et les personnes qui font le voyage sont dans des questions hermétiques. C'est un peu le même principe pour Kani et Poki. Et oui, c'est à cause de ça qu'elles ont cette différence d'âge, même si elles sont jumelles. Ouais. Et ça, je ne le savais pas avant de préparer cette vidéo. Par exemple. Bon, allez, assez parlé de ça, c'est une passion un peu
à l'étude des différents tomes de la BD. Ah, enfin, on va enfin parler des 3 tomes de la BD Yoko Tsuno que je vais vous évoquer depuis tout à l'heure. Et dont je parlais tout à l'heure d'ailleurs. Et je rappelle de la frontière de la vie, le tome 7, le tome 12, la proie et l'ombre, et le tome 18, les exils de Shifa. Nous allons les présenter successivement dans cette partie et j'espère que ça va vous plaire. Car bon, c'est un petit peu le cœur de la vidéo. Que se passe-t-il dans le tome La frontière de la vie? C'est simple. Il s'agit d'un tome dans lequel Yoko Tsuno va découvrir qu'il est possible de garder, le cœur d'une personne en vie artificiellement durant 30 ans. C'est ce qui est arrivé à la fille du docteur Schultz, Magda, qui a été tuée mentalement par des bombardements en 1945 à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et qui malheureusement pour elle, heureusement pour elle, va réussir à survivre grâce à son père et ses expériences un peu borderline sur la question de la vie et de la mort. En effet, elle va survivre pendant 30 ans dans une sorte de bulle, enfin de structure vitrée qui est semblable dans son contenu au vent de la mer. Et franchement, cette 30 ans de survie avec dans ces situations-là, c'est assez étrange, assez science-fiction. Et je le rappelle, c'est impossible éthiquement aujourd'hui. Il est impossible que nous puissions faire ça humainement, sur des personnes humaines aujourd'hui. Et oui. Et je vous rappelle que ce tome-là est sorti dans les années 70. Donc, il y a plus de 40 ans. Alors, calme. C'est pas, ça remonte pas à hier, ça remonte à avant-hier. Lol. Bon, c'est pas ça, c'est ma passion, mon résumé de l'œuvre, du tome. Effectivement, c'est un peu le suivi de la vidéo. Donc, je vous le lis. Yoko est appelée au chevet de son amie Ingrid, frappée d'un mal secret qui la laisse sans force. Elle s'aperçoit bientôt que dans Rodenburg, la vieille cité endormie, un étrange vampire vêtu de noir. Le poursuite en course effrénée, Yoko découvre, au cœur des souterrains de la ville, un complexe médical ultra moderne. Le mystérieux Dr Schultz essaie désespérément, depuis 1945, de maintenir à la frontière de la vie et de la mort son enfant, Magda, victime des bombardements. Va-t-il réussir? Vous allez découvrir ça en lisant le tome. Sachez comme ça que nous pouvons séparer le tome 7 en 3 parties différentes. D'abord, nous avons deux ou 3 parties différentes. Vous allez comprendre pourquoi. En fait, la première partie, c'est la partie où Yuko ignore tout à fait ce qui se passe dans la ville d'Ingrid. Elle ne sait pas ce qui se passe à celui qui est un vampire qui vient respirer son sang dans son sang une semaine, enfin 5 semaines, la nuit. Qu'est-ce que ça? Qu'est-ce que ce vampire vient faire là? Elle découvre donc dans cette partie-là aussi qu'il y a des souterrains de la ville, un complexe médical qui existe et elle va se faire attaquer par l'équipe d'un vampire et ça va durer ça dans la toute première partie de la vidéo, de la BD. Et à peu près à la moitié de la BD, vers les pages 34-35, il y a un revirement de l'action où elle va finir par découvrir la véritable identité de la vampire. Et elle va finir par faire l'amitié avec cette vampire-là pour finalement aller dans le complexe ultra moderne qui se trouve dans les souterrains de la ville afin de sauver la petite Magda. Oui, c'est vraiment con. Mais ça permet de parler de la frontière de la vie. Et oui, c'est un peu le but de la BD, hein, je vous rappelle. Bon. Effectivement, comme mon professeur de l'université me l'a demandé, je vais devoir faire une étude de double page de la BD. Et je vis le moment où Yuko découvre le corps de Magda dans sa bulle de verre. Et franchement, c'est assez intéressant.
Je m'excuse diapatement pour vous, mais à l'image, ça ne va pas être très beau. En effet, je ne vais pas pouvoir facilement pas trouver d'image libre de droit sur internet, donc je vais juste faire avec moi mi bord, c'est-à-dire photographier les pages en question. Et voilà ce que je donne. Comme vous pouvez le voir, à la gauche, la planche de gauche, la planche 34, si je ne me trompe pas, est une planche assez spéciale qui montre l'arrivée de Yuko dans le complexe souterrain et qui montre un peu la découverte de Yuko autour de cette pas de Magda. Et la planche de droite, la planche 35, si je ne me trompe pas, est une planche qui présente donc qui montre donc les différentes parties de la découverte par l'héroïne méchante, on va dire, un vampire, de la mise en route de la réanimation de Magda. C'est très dérangeant car c'est éthiquement un peu borderline. En fait, il y a un petit problème ici. Cette double planche montre un petit problème. C'est le fait qu'il puisse y avoir des personnes malveillantes qui peuvent lancer un mécanisme de réanimation d'une personne endormie sans en informer les autres. Et c'est très mal. Ouais, très mal. Je rigole un petit peu, mais c'est vrai. C'est très mal. Bon. Vous avez dû voir les images apparaître. Et c'est normal, j'espère. Bon. Assez parlé de ça. Nous passions à la BD suivante. BD suivante qui est, je vous rappelle, bon, le deuxième tome, comme vous l'aurez vu au titre, c'est La proie et l'ombre. Eh oui, quelle est l'histoire de ce tome véritablement? Eh bien c'est simple. En fait, Paul et Yuko sont partis faire un petit tour dans les Highlands écossais en voiture pour essayer de faire, comment dirais-je, un reportage sur les différentes légendes écossaises. Au niveau de ce qui est Loch Ness, etc. Effectivement, ils font un petit tour des lochs en voiture, une petite route où on peut passer Carin, là, une petite route de campagne. Et elle roule tranquillement, il parlait tranquillement, lorsqu'une jeune femme traversa sans prévenir la route. Forcément, Yoko a fait un petit dérapage sur le côté pour l'éviter et son pneu avant, l'un de ses pneus avant s'est dégonflé. On va découvrir par la suite que cette fille était l'objet d'un complot assez étrange, assez machiavélique, qui visait à la tuer. Ouais, à la tuer. Bizarre. Il visait vraiment à la tuer. Meurt dans l'air. Vous ne trouvez pas? Bon, assez parlé de ça, c'est basé au résumé. Hein, mais simple. Comme je voulais vous le dire, c'est un résumé assez court. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Donc, une jeune écossaise, Cecilia, fait l'objet d'un étrange complot. Château truqué, fantômes et revenants. Tout est en place pour une tragédie. Voilà. Et c'est court. Et oui, notez bien le terme tragédie. Car oui, c'est véritablement l'histoire de cette fille. Et ne vous inquiétez pas, c'est pas très gore. Je vais vous rassurer, tout le monde va bien y arriver, va survivre, et forcément, tout le monde va survivre, non. Je ne vais pas vous dévoiler la fin, le pitch de fin, mais il va y avoir 2 morts. Mais pas Cecilia. Et oui, Cecilia va vivre. Vraiment à 2 autres personnages qui ne vont pas vivre eux. Bon, moi, voilà. C'est juste que c'est normal, c'est l'amour de la vie qui va aider Cecilia à survivre. Et oui. Malheureusement pour elle, c'est pas ce qui va la rendre folle. Putain, retenez-moi. Bon allez. Qu'est-ce qui est à l'origine de ce machiavélisme plan?
machiavélique, bon, plan. C'est un duo véreux, le beau-père de Cecilia et le médecin véreux qui vise à tuer à petit feu en la rendant folle pour avoir l'héritage de la jeune femme. Ouais. Le but de Vic, de Paul et de Yuko, c'est de découvrir qui peut bien faire ça, donc le duo véreux, et pour quelle raison ils le font ça. Ouais. C'est très dérangeant comme ne vous inquiétez pas, ils vont réussir à faire ce qu'il faut pour éviter déjà mettre à jour le plan machiavélique des deux véreux et ensuite le mettre au trou. Donc si l'un d'eux va mourir. Ouais. Et spoil un petit peu, mais je ne vous dis pas lequel. Forcément, voilà. Oui, j'ai une note, donc voilà. Voilà. On peut dire qu'il y a trois parties dans le tome. C'est la partie 1, c'est la mise en place de l'intrigue, puis la découverte du plan machiavélique du duo véreux, et ensuite à la fin c'est la résolution de l'intrigue. Voilà. Et sachez juste que la double page que je voulais vous présenter est dans la deuxième partie de l'histoire, donc dans la mise en place, la découverte du duo véreux, du plan machiavélique du duo véreux, qui va en gros, cette partie-là, cette double page-là va montrer l'investigation de Yuko dans l'investigation nocturne de Yuko dans le château. Cette double planche que vous voyez en théorie en haut à gauche de la vidéo va permettre à notre héroïne de découvrir ce qu'il faut pour mettre à jour, commencer à mettre à jour le plan machiavélique et en trouvant une résolution de l'intrigue. C'est très intéressant et c'est très déplaisant. Bon, enfin, voilà. C'est très déplaisant car c'est assez intriguant pour nous. Nous n'avons pas encore, comme Yuko, nous suivons ces aventures, nous ne savons pas encore quelle conclusion allait arriver. Et franchement, c'est assez émouvant, c'est assez étrange. Et franchement, vous allez aimer ça, j'espère. J'ai eu un petit flash en y repensant là, après avoir éteint mon rec. C'est juste que, comme vous le voyez, la double planche montre le trajet de Yuko entre le château et l'abbaye par le souterrain. Et, étrangement, après avoir été sorti du souterrain au niveau de l'abbaye, elle a découvert le plan machiavélique du couple, du duo véreux, grâce à une grande chute, à une partie de l'abbaye qui s'est effondrée. Et c'est cette partie qui va mener à s'interroger sur un autre personnage important de l'histoire qui va apparaître un peu plus tard dans les planches. Et l'apparition de ce nouveau personnage va permettre la découverte du plan de Sir Williams, qui est le père adoptif de Cecilia. Oui, j'avais oublié le nom du père adoptif de Cecilia. Et franchement, Sir Williams est un vrai petit bâtard. Ouais, un petit bâtard. Ouais, vous allez vite comprendre pourquoi en lisant le tome 12 de la série Yuko Tsuno. Je vous invite à le faire. Vous l'aurez vu au titre de la BD que vous avez juste avant là, mais on va parler d'un tome qui se passe dans l'espace. Yeah, c'est la planète Vinia. Car oui, même si ça ne prend pas le nom de cette planète, exoplanète, on va dire, l'exécutif Kifa est un tome qui se passe dans l'espace sur cette planète. Enfin, en partie. Je m'explique. En fait, Kifa est une ville fantôme qui dérive dans l'histoire dans l'espace autour de la Vinia. Et cette planète, cette ville fantôme, est peuplée par des petits robots
dont fait partie une des héroïnes assez particulières de cette BD. Et vous allez vite découvrir que Mina, l'héroïne dont je parle à l'instant, joue un rôle assez important. Effectivement, c'est à cause d'elle que Kani va un peu être, comment dirais-je, être assez étrangère à l'idée qu'on se fait de tout ce qui est accueil et tout. Pourquoi? Vous allez découvrir quand je lirai le tome, mais avant toute chose, avant de parler de Vinea et de ce qu'est le fameux minage et tout, on va faire un petit résumé comme les deux tomes précédents, si vous le voulez bien. Oui, je me perds un petit peu avec les notes, oui. Et le droit non. Donc, le résumé. Comment dirais-je? Mina est un petit robot ordinateur autonome, chargé de protéger, guider et instruire les enfants de Vinea. Comme ses semblables, elle a été exilée sur Kifa, une immense cité spatiale errante que Cobol, un génie malfaisant, a décidé de détourner pour la précipiter sur Vinea pour la détruire. Est-ce que nos héros vont réussir à protéger Vinea en arrêtant la ville de Kifa? C'est ce que nous allons découvrir dans la partie précédente, la partie suivante, vous le voulez bien. Oui. Assez parlé de ça, nous passions aux trois raisons qui me poussent à dire que Vinea n'est pas la planète Terre. En fait, il y a trois, c'est simple. La première, c'est l'existence d'une planète, d'une ville spatiale errante. Alors que nous sommes dans les années 90. Techniquement, les Vinéens sont plus avancés que les Terriens. Déjà, par rapport à la ville. Et il y a un truc qui me plaît à vous dire, qui m'a fait tiquer dans la lecture sur cette BD, c'est que nous sommes dans les années 80 sur Terre, et Kani nous affirme que la sonde qu'ils ont failli percuter avec leur vaisseau date de plusieurs siècles avant l'action, avant l'année de l'action. On peut situer dans les années fin 70, début 80. Ouais. Et puis les dates exactes de la sortie du tome, c'est le comptage. Donc, en conclusion, nous pouvons dire que les Vinéens ont plusieurs siècles d'avance sur nous, au niveau technologique, car la sonde utilisée par la petite Mina est à plusieurs siècles d'avance, à plusieurs siècles d'âge. Et franchement, c'est assez inquiétant, c'est assez étrange pour nous. Ensuite, c'est la deuxième information dérangeante. Et la troisième, c'est simplement le fait, qui dit ça de terre, et la troisième chose, c'est simplement le fait qu'il existe des petits êtres mécaniques, des robots intelligents, qui étaient aussi plusieurs siècles avant. Ouais, on se rapporte toujours au siècle avant, mais c'est l'histoire, c'est étrange. La Vinea se déroule sur un autre espace, on va dire, de la Terre. Et c'est ça qui est étrange. Ensuite, je me reprends mes notes, mais ensuite, pour la double plan 26-27, la page 26-27, il faut savoir que on se trouve dans la partie entre la partie la partie sur Vinea et la partie sur Kifa. Nous sommes dans la partie de transfert entre la planète et la ville. Et nous sommes dans un vaisseau immense, comme vous pouvez le voir dans la double planche qui se trouve ici, il semble. Et je vais faire glisser là. J'espère que je vais pouvoir faire ça. En fait, cette double planche nous montre un vaisseau super développé, super en avance sur nos technologies à nous, et qui, franchement, montre l'avancée technologique des Vinéens sur les Terriens. Et cette double planche montre aussi que même si le vaisseau a obéi aux ordres de Yuko, car oui, Yuko est une personne assez influente sur Vinea, comme vous pouvez le constater, elle a déjà réussi à résoudre, à contrôler la ville engloutie, les alliances de Vinea, et dans laquelle elle va retourner au début du tome 18, comme vous pouvez le voir dans le tome. Et là, elle a réussi carrément à contrôler un
un vaisseau spatial gigantesque. Enfin, elle contrôle, enfin, c'est à elle qu'on obéit, mais c'est Mina, la petite robot, qui va piloter piloter le fameux vaisseau spatial, car c'est une femme, enfin car on ne sait pas pourquoi elle fait ça. Et franchement, c'est assez intriguant. Pour comprendre l'intérêt qui m'a poussé, enfin que je trouve dans cette double page, c'est simplement le fait que la technologie disponible, enfin que nous montre ce double plan, au niveau autant du vaisseau spatial en lui-même qu'au niveau de l'IA, ou que les communications au niveau entre les différents points du vaisseau, c'est une communication au niveau lumière, c'est une blague pas, ça se passe par les faisceaux lumineux. Voilà, c'est assez bizarre de voir que la communication du vaisseau c'est par faisceau lumineux. Et aussi la planche de droite montre trois blocs de cases qui pourraient résumer en une succession de trois moments clés de la vie à bord, qui est résumé de la sorte: vie à bord avec des mini-cours, apprentissage du pilotage d'un vaisseau complexe avec Kyoko et Mina, et finalement approche de Kifa, avec une alternance entre vue d'ensemble du vaisseau et vue dans le centre de pilotage du vaisseau. Et oui, si vous regardez bien dans la case, à la fin, dans la partie vue générale, la petite ville fantomatique au fond, la petite ombre fantomatique au fond, c'est bien la ville de Kifa. Et je peux vous garantir qu'au vu des plans suivantes, Kifa est très délabré. Et c'est Gobol qui réussit à maintenir dans un état à peu près fonctionnel. Car quand Gobol va mourir, à la fin, où il se un petit peu, Gobol va mourir, la ville va se désintégrer. Et elle va même exploser à cause de fusées de destruction qui ont été lancées par Vinea quelques jours auparavant. Quand les amis sont partis de Vinea. Franchement, ça fait peur. Et cette ville me fait un peu penser à tout ce qu'on a lancé dans l'espace, les stations spatiales internationales, etc., qui vont toutes finir par se désintégrer à petit ou gros feu dans l'atmosphère. C'est clair et net. Tout va finir par se désintégrer. Et oui. J'ai pas plus nom plus nom exactement d'une structure russe qui s'est désintégrée dans l'atmosphère, mais la station spatiale russe Mir, voilà, s'est désintégrée dans l'espace après à la fin de sa mission. Ouais, ça fait flipper. Bon, je pense que nous avons assez parlé de ça pour aujourd'hui. Il est temps que pour moi de conclure cette vidéo. Hein? Allez, à tout de suite. Pour conclure cette vidéo, c'est simple. Je voulais vous parler donc des trois tomes que je vais à l'instant là. Donc le tome 7 c'est La frontière de la vie, le tome 12 l'ombre et la proie et l'ombre, et le tome 18 que je viens juste de terminer, c'est les exilés de Kifa. Franchement, trois tomes assez intéressants. Et trois tomes qui me plaisent beaucoup et qui me disent un peu à acheter les autres tomes de la série que je n'ai pas encore acheté. Mais sachez juste une chose, j'ai déjà lu un quatrième tome qui n'est pas chez moi, mais que j'ai lu grâce à la médiathèque de ma ville, de Gonzac. Plus d'infos, je ne suis pas à Gonzac, là je suis à Poitiers, hein, dans le parc de la Roseraie. Voilà. Donc ce quatrième tome, il me semble que c'est l'orgue du diable. Et c'est franchement un quatrième tome assez particulier. On pourrait regarder la première partie terrestre de la vie, des aventures de Yoko. À vie terrestre. À la partie terrestre à laquelle appartiennent les deux premiers tomes que j'ai présentés. Donc, donc la frontière de la vie et la proie à l'ombre. Les tomes là sont dans la partie terrestre de la vie et de l'aventure de Yoko.
Et franchement, c'est assez intéressant. Si vous voulez découvrir plus en détail et lire ces tomes, je vous conseille d'aller faire un tour sur le site que je vous mets là. C'est yokosuno.com, il me semble. Vous pourrez faire dessus. Je vous le mets là. Et aussi en détail à la fin de la vidéo et aussi dans la description si vous regardez cette vidéo sur YouTube. Sachez aussi, pour finir, que cette vidéo va être montrée avant tout par à mes camarades de classe. Et c'est ce qui me pousse à vous dire que c'est une vidéo assez importante. Lâchez un petit pouce bleu sur YouTube, abonnez-vous, commentez, et surtout, suivez-vous.